Bonjour à tous. Donc, je suis Samia Toati, médecin réanimateur. Merci d'être parmi nous pour cette visioconférence organisée par le SMR concernant l'histoire de la dialyse. Et je tiens à remercier le professeur Jean-Pierre Queneau, chef de service de médecine intensive réanimation au CHU Dijon et Nevers, et également investi dans l'enseignement et la recherche avec la création d'un réseau de recherche en éthique en soins critiques. Je tiens aussi à remercier le professeur Stéphane Gaudry, PUPH en Mire, au CHU d'Avicenne à Bobigny, directeur scientifique de plusieurs essais randomisés sur la dialyse en réanimation. Et comme vous le savez tous, on a tous plus ou moins participé aux études Akiki, Akiki 2 et à Ikraki. Donc je tenais à les remercier et je vous laisse avec eux pour découvrir l'histoire de la dialyse. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer tout d'abord. Merci, Samia, pour ta modération. Merci à Mathieu, pour les aspects techniques. Je sais que c'est pas si simple. Et puis, merci au syndicat pour cette invitation et aux organisateurs de manière un petit peu plus large de ce webinaire. Alors, pour commencer, je n'ai pas de lien ni de conflit d'intérêt dans le cadre de cette présentation. Alors, je me suis permis d'indiquer ces quelques logos simplement pour remercier celles et ceux qui m'ont soutenu et qui continuent à le faire dans le cadre de mon parcours professionnel. Et en premier lieu, la SRLF, dont je suis fidèle depuis le début de ma carrière et encore maintenant en tant que membre du conseil d'administration. Et un grand merci et de gros bisous à Chantal pour ses premières années de ma carrière passées auprès de toi avec tant de bons souvenirs. Alors, je me permettrai, chers collègues et chers internautes, de vous raconter mon histoire et de lire quelquefois mes notes pour ne pas rendre confus une histoire de je ne souhaiterais pas qu'elle déshonore la mémoire et le travail de celles et ceux qui nous ont précédés et qui nous ont permis d'en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, notamment dans le domaine de la dialyse. Alors, cette histoire, comme je vais vous la raconter, c'est une rencontre entre deux hommes, tout du moins au départ, mais je reviendrai par la suite. Alors, j'aimerais à ce stade de la présentation que vous posiez la question suivante. Qui est pour vous cette deuxième personne, cet homme ou cette femme qui vous a mis le pied à l'étrier, qui a cru en vous et qui vous a permis d'exister ou tout simplement d'exercer votre travail de la manière la plus professionnelle possible? Je vous ferai part à la fin de cette présentation de ma réponse vous concernant. Alors, l'histoire de la dialyse ne peut être dissociée du début de l'histoire de la réanimation médicale française, car sa mise en œuvre s'est faite quelques années après celle de la ventilation mécanique en 1950, qui faisait suite à l'épidémie de poliomyélite qui sévissait depuis quelques années dans le nord de l'Europe et dont l'une des particularités de ce virus était de bloquer la commande ventilatoire. Alors, je vous invite d'ailleurs à lire ou à relire cet excellent livre de Maurice Goulon sur la réanimation, naissance et développement d'un concept. Alors, Maurice Goulon était le père fondateur du concept du coma dépassé, qui a mené ensuite toute l'histoire du prélèvement d'organes jusqu'au Maastricht 3 que nous connaissons actuellement. Il était d'ailleurs venu au congrès de la CRLF au début des années 2000 réaliser des dédicaces de son livre. Je me souviens à l'époque, et encore jeune réanimateur, que je n'avais pas osé l'aborder. Je le regrette encore. Alors, vous trouverez au milieu de cet écran cette photo datant de 1956 concernant les pionniers de l'époque qui exerçaient dans l'équipe du centre de réanimation de l'hôpital Claude Bernard. Je serais d'ailleurs incapable de dire qui est qui de manière précise. J'espère que les plus anciens me pardonneront. Alors, ce même Claude Bernard est, comme cela fut écrit par François Vachon dans un article de la revue Réanimation datant de 2011, le médecin fondateur de la médecine expérimentale. En effet, comme l'écrit Claude Bernard lui-même entre 1850 et 1860 dans son cahier de notes de couleur rouge, je crois, c'est Claude Bernard qui parle et non moi, avoir été un des premiers à émettre et à développer cette idée du sang considéré comme un milieu intérieur des éléments organiques. Le milieu intérieur doit être liquide parce que l'eau est indispensable aux réactions chimiques ainsi qu'à la manifestation des propriétés de la matière vivante. Or, c'est finalement 100 ans plus tard, en 1954, que cette vision devient réalité grâce au progrès technique de l'après-guerre. En effet, le sang, facile à prélever, devint le reflet fidèle des désordres de notre équilibre humoral. Nous allons enfin connaître la composition hydroélectrolytique et acido-basique au lit du patient. Entre 1952 et 1954, Jean Burger,
père de Michel Berger pour la petite histoire, qui donna également son nom à la première promotion des deux Esmir, exerçait dans le service de néphrologie de l'hôpital Necker à Paris. C'est lui qui a établi la définition des secteurs hydriques du corps humain. Aujourd'hui, le milieu intérieur a changé de nom, on l'appelle liquide extracellulaire. Ce nom est resté depuis. Alors c'est finalement une rencontre entre deux hommes, Gabriel Richet et Jean Burger, qui ont permis de créer la néphrologie en 1951 en France, puis en 1954 d'écrire le concept de réanimation médicale. Et c'est Gabriel Richet qui réalisa la première dialyse chez un adulte à Necker le 10 octobre ou le 10 novembre 1954 selon les différentes sources consultées, mais j'y reviendrai par la suite. Revenons un instant sur l'histoire de ces deux hommes qui vont sans doute également vous faire penser à votre propre histoire, même si, comme le disait Musset, pour raconter sa vie, il faut l'avoir vécue. Jean Burger est interne en 1931 et assure pendant 31 ans, jusqu'en 1982, la fonction de chef de service. Jean Burger commence ses premiers essais expérimentaux de greffe de rein dès 1945 avec la première transplantation d'un rein sain en 1952 sur un jeune charpentier de 16 ans nommé Marius Renard. Mais cela est un échec en raison de l'absence de traitement pour prévenir le rejet. C'est finalement Joseph Muret et Donald Thomas qui réalisent la première greffe avec succès en 1954 avec de vrais jumeaux, puis avec des non-jumeaux en 1962 avec l'utilisation des immunosuppresseurs également développés par Muret. En 1953, Jean Burger est opéré pour une tuberculose. Il refuse l'anesthésie et veut lui-même diriger sa propre opération. Drôle d'idée selon moi. Mais après l'opération, il ne reconnaît pas sa famille. Retrouvant la mémoire, il a changé. Il abandonne femme et enfants sans donner de raison. Il poursuivit son œuvre très longtemps avec un dernier ouvrage écrit en 1991, Les belles imprudences, réflexions sur la condition humaine. Un titre très inspirant qui peut être celui d'un livre que nous pourrions également écrire, tant les réflexions et les questions restent nombreuses d'une manière générale en médecine et tout particulièrement dans le champ de la réanimation. Gabriel Richet est issu, lui, d'une grande lignée de médecins, puisque le portrait de son arrière-grand-père, Alfred Richet, chirurgien des hôpitaux, domine le grand escalier de l'école de médecine et le montre soignant des blessés du siège de Paris en 1871. Le grand-père de Gabriel Richet, Charles Richet, physiologiste de renom, découvrit l'anaphylaxie et fut lauréat du prix Nobel en 1913. Gabriel Richet, quant à lui, le dernier de cette dynastie, souhaitait une médecine basée sur les connaissances scientifiques apportées par l'expérimentation, ce que nous connaissons d'ailleurs aujourd'hui. Je laisserai à part sa carrière militaire, car c'est la médecine qui restera toute sa vie sa passion. Je laisserai, dès le départ de sa carrière, il fut persuadé qu'il fallait sortir d'une médecine purement descriptive, sans aucune base scientifique, sans aucune information chiffrée, sans données histologiques solides, sans exploration fonctionnelle. C'est sans doute son chemin que nous suivons encore actuellement aujourd'hui, avec toutes les études réalisées dans le champ de la réanimation et en particulier dans le domaine de la dialyse, avec les succès que nous connaissons en termes d'avancée des techniques et des pratiques, comme le soulignera tout à l'heure Stéphane. Alors, entité connue depuis Galien, entre 100 et 200 après JC, donc Jean-Christophe mais Jésus-Christ, l'insuffisance rénale aiguë, ou ischuria renalis, qui a fait l'objet d'un papier dans Lancet en 1855, a été traitée de différentes manières, du régime lacté jusqu'au lavement recto, avec cette notion de dialyse colique. C'est d'ailleurs assez fou ce que l'on pouvait y mettre dans ce rectum dans l'histoire de la médecine. Il y a également les saignées pour traiter l'hypervolémie et d'autres prises en charge reposant principalement sur les restrictions diététiques, en protéines, en potassium, en eau et en sel. Ce qui est à mon sens un très bon début dans la compréhension de la physiopathologie et des conséquences de l'insuffisance rénale aiguë qui a été décrite pour la première fois sur le plan histologique par Francis Delafield à la fin du XIXe siècle en parlant de nécrose tubulaire aiguë, ce qui représente actuellement, comme vous le savez, la majorité des insuffisances rénales aiguës persistantes en réanimation et qui font l'objet d'une épuration extra-rénale. Alors, le terme de dialyse revient finalement à Thomas Graham, professeur de chimie à l'Université de Londres, qui met en évidence le phénomène physique de la dialyse et utilise du parchemin végétal comme membrane semi-perméable pour mettre au point les premiers prototypes de ce qui va devenir le rein artificiel. C'est en 1861 que Thomas Graham parvient à faire passer l'urée contenue dans l'urine
vers de l'eau au travers de cette membrane et en profite pour inventer ce terme de dialyse. En 1913, John Abel à Johns Hopkins University teste un dispositif de dialyse sur des chiens, mais l'irudine, qui est un médicament utilisé pour éviter que le sang ne coagule, se révèle trop toxique pour tenter l'expérience sur des humains. C'est en 1923 en Allemagne que le docteur George Haas utilise l'uridine purifiée pour dialyser pendant 15 minutes un malade en insuffisance rénale aiguë grâce au dispositif d'Abel avec succès. Finalement, l'héparine est découverte en 1922 avec une utilisation chez l'humain en 1940, utilisée comme traitement anticoagulant. La cellophane, qui servira de malade de dialyse, est quant à elle commercialisée en 1927 et fournit aux chercheurs un nouveau type de membrane semi-perméable. La première machine à dialyser est finalement mise au point par le néerlandais Willem Kolff à partir des années 30, composé d'un tambour rotatoire, comme c'est sur la diapositive, qui permettait, avec la force motrice, les échanges en mettant en contact le sang du patient avec un bain de dialyse à travers une membrane de cellulose faite à partir de peaux de saucisse. D'où le dicton que nous connaissons tous, tout est bon dans le cochon. L'accès au sang se faisait par cannulation de l'artère fémorale avec réinjection dans la veine fémorale sous couvert d'héparine. Alors, les premières applications directes de cette technique d'épuration extra-rénale sont rapportées à partir de 1948 chez des patients anuriques dans un contexte de rhabdomyolyse ou d'intoxication aiguë, permettant une réduction substantielle de la mortalité qui passait de 100% avant à 50% après sa mise en œuvre. Cette réduction de mortalité peut faire aujourd'hui rêver bon nombre de chercheurs, car nous visons, dans la meilleure des cas, une réduction de mortalité de 5 voire 10% sans malheureusement y parvenir dans la majeure partie des essais thérapeutiques actuellement publiés en réanimation. Cette technique d'épuration extra-rénale va se populariser notamment lors de la guerre de Corée avec une fréquence importante de rhabdomyolyse. La principale difficulté qui empêche leur utilisation chez les patients en insuffisance rénale chronique est la non-disponibilité d'un accès vasculaire permanent. En effet, des tubes en métal, comme c'est montré en bas à droite de la diapositive, ou en verre, sont utilisés pour accéder directement à une veine et à une artère, ce qui empêche une utilisation récurrente. À noter que les principes de la dialyse péritonéale existent dès le début du XXe siècle, avec amélioration des symptômes d'urémie suivant l'infusion d'eau quand on a du glucose et du sel, et une amélioration de la dyspnée suivant l'infusion de liquide hypertonique. Alors Claude Richet, envoyé par Jean Hamburger auprès de Kolff à Boston, ramène la technique en France et réalise la première séance d'hémodialyse chez un adulte à l'hôpital Necker en 1954, et les premiers centres d'hémodialyse en France ouvrent à partir de 1970. Or finalement, que s'est-il passé de 1954 aux années 2000 ? Alors, les voies d'abord étaient un premier challenge. Il fallait limiter les risques de thrombose avec ischémie d'aval et les risques hémorragiques avec l'utilisation de l'héparine pour les cannulations, comme cela a été dit précédemment, lorsque la dialyse se faisait par cannulation de l'artère fémorale avec réinjection de sang purifié au niveau de la veine fémorale. Au milieu des années 50, le téflon et le silastique de matière plastique sont mis au point et permettent au docteur Beldin Scribner, en 1960, de créer un dispositif dit shunt de Scribner, rendant l'accès vasculaire possible. Ce shunt était constitué de polytétrafluoréthylène, dont l'avantage était de ne pas causer de thrombose, limitant l'utilisation de l'héparine hors dialyse. Ce dispositif était posé sous anesthésie locale après incision de l'artère radiale et d'une veine du bras, céphalique le plus souvent, puis cannulation des deux vaisseaux avec des tubes en polytétrafluoroéthylène qui étaient branchés à la machine de dialyse. La première FAV a été réalisée en 1966 au poignet par Brescia, Simino-Appel et Urvich aux USA. Apparition des cathéters veineux centraux, tels que nous les connaissons actuellement, dans une veine différente, initialement de gros calibre, chacun à la fin des années 70, puis les cathéters que vous connaissez actuellement double lumière. La notion de biocompatibilité des membranes représente un enjeu majeur. On découvre initialement qu'elles ont la capacité d'activer le complément, l'agrégation plaquettaire et parfois d'entrer en nez une réaction anaphylactoïde, ce qui n'est pas le but recherché notamment chez les patients de réanimation, dont l'état inflammatoire et l'instabilité hémodynamique sont très présents. Les membranes cellulosiques sont abandonnées progressivement au profit des membranes synthétiques,
polysulfone, par exemple, dite biocompatible, c'est-à-dire génératrice d'une inflammation moindre. D'ailleurs, une étude publiée en 1988 retrouve une meilleure survie globale et une meilleure récupération rénale avec ce type de membrane. Alors, les générateurs de dialyse se sont perfectionnés car le tambour rotatoire de Kolff ne permettait une épuration que par convection ou diffusion grâce à la force motrice. La grande avancée date des années 1970 avec l'intégration de logiciels à la machine. Au début des années 80, le moniteur d'ultrafiltration est le premier logiciel permettant d'adapter la dialyse à la situation du malade. Grâce au débit sang avant et après le rein, le logiciel déduit le débit d'ultrafiltration et adapte la pression transmembranaire de sorte que l'ultrafiltration cible soit atteinte. Après 30 ans d'HDI comme seule technique d'épuration extra-rénale, Peter Kramer, dans les années 1980, met au point l'hémofiltration artério-veineuse continue, initialement pour les états de surcharge hydrosodés réfractaires aux diurétiques. Je laisserai Stéphane débattre des aspects techniques qui ont fait l'objet de nombreuses données dans la littérature, parfois de controverses à partir des années 2000, comme pour les réglages, le type de bain, les doses d'analyse à prescrire pour améliorer la tolérance hémodynamique des séances. Également l'utilisation du citrate pour améliorer la durée de vie des filtres. Alors je n'oublie pas le timing qui est à mon avis a été l'un des grands changements de pratique ces dernières années et dont je pense avec Stéphane nous sommes pas plus fiers. Alors finalement, qui est cette dernière personne et je voulais terminer par là, qui a compté pour vous comme pour moi. Alors, je vous parlais brièvement de l'élégance de ce médecin dans sa pratique comme dans sa vie, cet humaniste, cet Arsène Lupin de la réanimation qui exerce actuellement avec tant de discernement son art au CH de Dieppe et qui était très impliqué au sein de la société de réanimation et maintenant au sein de l'espace de réflexion éthique Normandie et au Centre national de la fin de vie. C'est ainsi que je souhaitais rendre hommage à travers cette présentation au professeur Jean-Philippe Rigaud et surtout le faire pendant que nous sommes tous les deux encore présents sur cette terre, ce que je n'ai pas pu faire avec mon ami, l'ami de tous, le docteur Christophe Vincenot, qui m'a accompagné tout au long de la préparation et de la présentation de cette histoire de la dialyse en réanimation. Merci pour votre attention, votre confiance et savourons le temps que nous passons ensemble. À toi, mon Stéphane. Merci beaucoup pour cette première partie, Jean-Pierre. Donc, je vais partager mon écran afin Déconnecte. de poursuivre cette session. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama là? Oui, il faut juste le mettre en plein écran. Donc merci beaucoup, merci à la SRLF, merci au syndicat de m'inviter à faire cette présentation avec Jean-Pierre. C'était un plaisir de préparer ce travail-là. Alors Jean-Pierre a fait une première partie très historique et en particulier sur l'histoire de la dialyse au sein de notre spécialité. Et moi je vais faire une partie un petit peu plus technique. On va voir l'histoire un peu de l'évolution de la technique, mais également l'histoire un peu de la recherche autour de cette modalité de suppléance d'organes. Et vous avez sur cette première diapositive une représentation de ce qu'est l'évolution de l'épuration extra-rénale continue, puisque finalement depuis les années 80, on a un grand nombre de données qui nous sont apparues sur l'épuration extra-rénale continue et qui vient donc ajouter une nouvelle technique à l'hémodialyse intermittente qui avait été en fait la technique initialement décrite. Donc quand on regarde, et ça Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure, le premier papier qui décrit de l'épuration extra-rénale continue, eh bien c'est le fameux papier de Kramer en 1977, qui est une présentation de quelques malades en surcharge hydrosodée. Et je pense que c'est très intéressant de montrer que l'épuration extra-rénale continue, au tout départ, elle est créée non pas pour traiter des malades dits hémodynamiquement instables ou des choses compliquées en réanimation, mais pour traiter des malades en surcharge hydrosodée, résistants aux diurétiques, chez qui il y aurait un intérêt à faire perdre de la surcharge hydrosodée progressivement sur les 24 heures
que dure la journée. Et donc, cette première technique est une technique donc artério-veineuse. On utilise la pression artérielle pour que le sang circule dans l'hémofiltre. Et on utilise la pression veineuse, donc la pression de retour, vous voyez au niveau de la veine du patient, veine fémorale. Eh bien, en fonction de là où vous placez le filtre, vous avez plus ou moins de pression dans l'hémofiltre. Et donc, vous pouvez générer une certaine quantité d'ultrafiltrat qui va être donc en fait l'objectif de cette première technique, c'est-à-dire faire perdre du poids à nos malades. À ce moment-là, le débit sang était de 100 ml minute et on arrivait à des taux d'ultrafiltration qui pouvaient être de 200 ml, voire en montant très très haut la pression veineuse qui est en fait en faisant descendre l'hémofiltre en dessous du patient, eh bien on peut monter jusqu'à 600 ml/h d'ultrafiltration avec ce genre de technique. Alors, il y avait 12 patients dans cette étude-là, un taux d'ultrafiltration qui était plutôt resté stable pour les patients qui avaient des taux d'ultrafiltration corrects, enfin pas trop élevés, en 48 heures. Et il n'y avait que 3 malades sur 12 qui étaient décrits comme ayant un événement indésirable, et c'était de l'hyperkaliémie sévère, mais on verra plus tard que malheureusement, il y a d'autres problèmes avec ce genre de technique. Alors, l'évolution de cette technique-là, elle se fait tout d'abord au début des années 80 par l'administration d'une compensation de fluide. Et donc vous voyez que là du coup on change un petit peu d'objectif. On avait pour objectif de faire perdre du poids aux patients en faisant de l'ultrafiltration, d'où le terme. Et puis finalement on compense maintenant les fluides et donc on va se retrouver sur une technique qui est une technique d'épuration extra-rénale. Et en fait tout le problème du terme ultrafiltration qui est parfois utilisé pour expliquer je fais de l'ultrafiltration, de l'hémofiltration en réanimation continue, ou alors pour expliquer je fais perdre du poids, je fais de l'UF à mon malade, elle vient de ce problème-là, qui au départ, en fait, l'UF, c'est la perte de poids. Et après, on compense à partir des années 80 avec un liquide qui là est placé en post-filtre, hein, vous pouvez le voir, mais un certain nombre de techniques vont montrer qu'on peut le faire aussi avant le filtre, permettant de modifier un petit peu la qualité de l'épuration. Et puis, fin des années 80, début des années 90, dans ce papier de Rinaldo Bellomo, qui travaille donc en Australie, eh bien, vous avez l'adjonction en plus de l'hémofiltration, de l'hémodialyse continue, avec cette technique d'hémodiafiltration continue. Et vous voyez ici, ce qui est ajouté, eh bien, c'est un dialysa qui va passer à peu près à la vitesse assez lente de 1 litre heure. Et là encore, les auteurs décrivent un remplacement de fluide. Et vous avez dans la table 1 les litres de remplacement qui sont passés chaque heure et qui tournent toutes les 4 heures. Donc la première heure, c'est du sérum salé classique. La 4e heure, vous voyez, c'est du sucre. Alors, de façon intéressante, et je pense que ça, c'est aussi de l'histoire de l'épuration extra-rénale, eh bien, il y avait à cette époque-là de l'anticoagulation loco-régionale par héparine et protamine. Et vous voyez, dans cette technique-là, on met de l'héparine à l'entrée de l'artère, enfin de la voie artérielle, et on met de la protamine à la sortie, ce qui permet de faire une anticoagulation loco-régionale à l'héparine protamine. C'est pas le citrate, ça a beaucoup c'est associé à pas mal d'événements secondaires, et donc ce n'est plus du tout le cas, mais vous voyez qu'historiquement, c'est ça qui était utilisé. 12 patients encore sont inclus dans cette étude-là. Alors, il n'y a aucun comité d'éthique, c'est vraiment très très particulier quand on regarde par rapport à ce que nous on fait maintenant. Et vous avez une baisse significative de l'urée qui passe de 38 à 15, qui est plutôt satisfaisant, et ce qui est pareil au niveau de la créatinine. Et puis l'évolution en fait se fait vers ce qu'a montré tout à l'heure Jean-Pierre, un changement. On ne va plus faire de l'artério-veineux, mais faire du véno-veineux, grâce à des cathéters double lumière. Et c'est pour ça d'ailleurs que on appelle artère la voie qui va du malade, du sang veineux du malade jusqu'à l'hémofiltre, et on appelle veine ce qui va de l'hémofiltre jusqu'à le retour dans le malade. Et vous voyez ici qu'on rajoute à ce moment-là une pompe, bien entendu, puisqu'on n'a plus la pression artérielle pour faire la circulation sanguine. Et c'est cette pompe qui va être l'élément majeur
du changement de paradigme qui va nous permettre de faire de l'épuration extra-rénale par voie véno-veineuse, avec bien sûr la nécessité de rajouter des détecteurs de bulles et des systèmes qui permettent d'empêcher de remettre des bulles dans le malade. Cette fois, c'est 25 malades qui sont décrits avec un cathéter double lumière. Vous voyez une baisse de l'urée assez modérée, une baisse de la créatinine également assez modérée. Finalement, en 93, une première étude comparative qui compare des patients en hémodiafiltration artério-veineuse et en hémodiafiltration véno-veineuse chez 53 malades, avec globalement une production d'ultrafiltrat qui est un peu supérieure en véno-veineux, une clairance des solutés qui est à peu près identique. La différence de survie n'est pas significative, mais on s'en doute vu le nombre de patients. Et la durée de vie des filtres était un peu plus longue avec les artério-veineuses. Par contre, les complications liées à l'accès vasculaire étaient bien entendu nettement supérieures dans le bras artério-veineux. Vous avez ici la description des différentes complications liées aux techniques, avec bien entendu des hématomes, des fistules artério-veineuses, etc., qui ont fait qu'on a arrêté d'utiliser ces techniques artério-veineuses pour ne garder que les véno-veineuses. Alors, au début des années 2000, c'est là qu'on voit apparaître les premières machines, on va dire, avec une intégration de logiciels qui permettent de mesurer un certain nombre de débits et de pression qui vont permettre d'adapter l'ultrafiltration, c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de regarder dans ce papier-là, qui est publié en 2001, qui est un position paper de deux grands experts de l'épuration extra-rénale en réanimation, qui sont Claudio Ronco et Rinaldo Bellomo, c'est que, eh bien, c'est probablement la technique la plus intéressante dans l'avenir, avec plein d'options possibles pour traiter l'épuration, l'insuffisance rénale aiguë. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque-là, ces gens-là sont convaincus qu'on ne va plus jamais utiliser d'hémodialyse intermittente, que c'est le passé, et qu'on va faire que du continu. Le problème, c'est que quand on regarde un petit peu les essais à ce moment-là, il y a début des années 2000 assez peu de choses qui nous montrent que l'épuration continue est efficace. On a un essai thérapeutique publié en 2002, donc il y a 24 ans, qui compare la dialyse péritonéale à l'épuration extra-rénale continue de type hémofiltration chez des patients qui ont une insuffisance rénale aiguë liée au sepsis. Il y a 70 malades, vous voyez à l'époque on peut faire un New England avec 70 malades et on voit une différence de mortalité en faveur de l'hémofiltration continue. Alors il faut savoir, et je ne vous l'ai pas mis sur la diaporama, que cet essai-là n'a pas été confirmé dans les méta-analyses qui comparent la dialyse péritonéale et l'épuration extra-rénale continue. Eh bien, il n'y a pas tant de différence quand on regarde dans le détail sur le plan de la mortalité, et la dialyse péritonéale est toujours une technique qui est utilisable chez nos patients aigus et qui a été utilisée d'ailleurs par nos collègues aux États-Unis au cours de la pandémie de Covid, puisqu'ils n'avaient plus de machines à disposition. Et donc, il faut savoir qu'on peut utiliser la dialyse péritonéale en situation contrainte. Alors, il est par la suite, bien entendu, il a été, ça a été la grande période de la comparaison des deux techniques phares, je dirais, des techniques extracorporelles, c'est-à-dire continue versus intermittente. Il y a eu plusieurs papiers, mais il faut bien le dire, l'essai Hémodiaf publié dans le Lancet en 2006, mené par Christophe Vincenot, dont Jean-Pierre a rappelé tout ce qu'il a fait pour l'épuration extra-rénale en réanimation et dans le domaine a été vraiment un pionnier dans ces essais-là, eh bien cet essai Hémodiaf ne montre pas de différence de survie entre l'hémodialyse intermittente et l'épuration extra-rénale continue. Et je me souviens que avec Christophe, on discutait il y a quelques années après les publications d'Akiki notamment, et il me disait que j'allais rencontrer de fait un certain nombre d'experts comme Rinaldo Bellomo, et que bien sûr, il serait toujours à défendre l'épuration précoce et toujours l'épuration continue. Pourquoi ? Parce que, eh bien, après la publication d'Hémodiaf, Christophe avait rencontré notamment Bellomo et qui lui avait dit, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats des études,
nous serons toujours là pour défendre l'épuration continue. Donc, méfiez-vous, puisque ces experts-là sont toujours sur, bien sûr, le devant de la scène, et que peu importe le résultat des essais randomisés, ils ont l'idée, et c'est ce que je vous montrais en 2001, de défendre cette technique, qui a plein d'avantages, hein, je ne dis pas qu'elle n'en a pas, mais de défendre cette technique coûte que coûte, et d'en faire la seule et unique technique d'épuration extra-rénale en réanimation. C'est d'ailleurs ce qu'ils font en Australie, en Nouvelle-Zélande, là où travaille Rinaldo Bellomo. Alors vous voyez, malheureusement, les données de l'evidence base ne sont pas en faveur de ce genre d'attitude, puisque la Cochrane avait publié en 2007, il y a maintenant 20 ans, donc une revue systématique et méta-analyse qui montre qu'il n'y a pas de différence de mortalité entre les deux techniques. Alors la dose, c'est une autre question, et c'est une question également assez passionnante, puisque elle a fait l'objet d'un certain nombre d'essais thérapeutiques qui étaient, il faut bien le dire, les premiers beaux essais thérapeutiques, avec un message en fait historique, c'est que ça nous a montré en réanimation, et je pense quand même que c'est vraiment le domaine dans lequel ça l'a montré de manière le plus évident, qu'il faut faire des essais multicentriques lorsque on veut changer les pratiques. Alors, quelles sont les données historiques sur la dose de dialyse? Eh bien, voilà le premier papier, Lancet 2000. Et là, vous n'êtes pas étonné de voir à nouveau Claudio Ronco et Rinaldo Bellomo publier ce papier en premier et deuxième auteur, où les auteurs comparent trois doses de dialyse que sont 20 ml kHz, 35 ml kHz et 45 ml kHz. Et vous voyez que dans le premier groupe, c'est-à-dire le 20 ml kHz, eh bien, il y a une survie qui est inférieure aux deux autres groupes, avec d'énormes problèmes. Hein. Cette étude-là a beaucoup de biais et malheureusement a conduit un certain nombre de personnes à faire de l'épuration à haute dose pendant un certain temps, avec derrière comme idée que en plus pour le sepsis c'était bon pour enlever les mauvaises humeurs. Alors pourquoi je disais que c'est important de faire des essais multicentriques, puisqu'en 2002, donc 2 ans plus tard, sort l'étude de Schiffel, qui est un essai allemand monocentrique qui est publié dans le New England avec assez peu de malades, qui compare cette fois l'hémodialyse intermittente avec soit vous faites un jour sur deux, soit vous faites tous les jours. Sous-entendu, quand on va augmenter les doses, ça va améliorer les patients. Eh bien non, la mortalité, enfin si, pardon, dans cette étude-là, la mortalité est plus importante dans le bras un jour sur deux, comparé au bras tous les jours en hémodialyse intermittente. Là encore, vous voyez un odds ratio qui est à 3,9, qui est quand même très élevé, qui a fait qu'un certain nombre de personnes ont fait de la dialyse tous les jours suite à la publication de l'essai de Schiffel. Et quand on regarde dans le détail, en fait, eh bien, les patients qui étaient dialysés tous les jours avaient une urée pré-traitement qui était aux alentours de 21, une moyenne d'urée qui était au 21, alors que les autres avaient 37 millimoles par litre d'urée, ce qui montre quand même une très nette sous-dose de dialyse, et très probablement c'est ça qui a fait qu'on a montré une différence de mortalité. Et par la suite, et là c'est 2 essais randomisés absolument majeurs dans l'histoire de l'épuration extra-rénale, c'est l'essai ATN en 2008 et l'essai rénal en 2009. En 2008, l'essai ATN compare une stratégie intensive, donc vous retrouvez le 35 ml kHz qui était montré dans le premier papier de 2000 par Ronco et Bellomo, avec 6 fois par semaine en hémodialyse intermittente, ou alors un truc plus classique, 20 ml kHz, ou alors 3 séances d'hémodialyse intermittente. Eh bien, dans cette étude-là, il n'y a pas de différence de mortalité, et donc cette étude-là a été par la suite confirmée. Alors il y avait un certain nombre d'événements indésirables lorsqu'on augmentait l'intensité, notamment l'hypotension, notamment l'hypokaliémie, l'hypophosphorémie, mais également, et on le verra plus tard, un risque quand vous faites de la haute intensité d'avoir des séquelles rénales. Et cette étude, donc je disais, a été confirmée dans l'essai rénal en 2009, qui là incluait que des malades en épuration continue, 40 ml kHz versus 25 ml kHz, avec des durées de session qui étaient cette fois les mêmes dans les deux quand on faisait de l'hémodialyse intermittente, mais surtout aucune différence de mortalité
entre de la dose faible ou de la dose haute, comme ils étaient appelés. Là encore, risque d'hypophosphorémie, risque de déséquilibre. Et donc cette question de la dose, qui est un peu en fait le symbole des essais cliniques qu'on a fait dans les années 2000, la tension artérielle, est-ce qu'il faut qu'elle soit haute ou basse dans le sepsis, la PEP, est-ce qu'il faut qu'elle soit haute ou basse, le volume courant, il faut qu'il soit haut ou bas. Et bien là, on a fait haute dose versus dose faible et on n'a pas montré de différence. Là, c'est les résultats des méta-analyses qui ne montrent pas de différence, par contre, qui montrent une association inquiétante, et on verra pourquoi, et on verra surtout que historiquement c'est déjà connu, avec des intensités d'épuration élevées et des séquelles rénales. Alors finalement, ce qui a été, et ce que je vous disais, un peu moteur dans le fait de cette question de la dose, c'est si on augmente les doses, et particulièrement quand on le fait avec une hémofiltration ou une hémodiafiltration continue, on va réussir à enlever un certain nombre de toxines ou de cytokines au cours du sepsis. Et pourquoi pas, du coup, monter à des doses très élevées, bien au-delà de 35 ou 40 millilitres kilo/heure, comme c'était proposé dans les essais. Et vous voyez ça, ce papier-là, il est date de 2001. Là encore, vous voyez la team Ronco-Bellomo, qui tout de suite, New Trends in Continuous Renal Replacement Therapy, c'est le titre de la revue, en tout cas de la section de la revue, et tout de suite nous propose qu'il va falloir faire des hauts volumes d'hémofiltration pour enlever les mauvaises humeurs. C'est d'ailleurs le titre de la revue qui s'appelle Blood Purification, qui existe toujours. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Parfois, c'est assez surprenant. Alors pourquoi? Parce que, en fait, l'idée déjà d'enlever les cytokines pro-inflammatoires, on sait qu'il faudrait des membranes. Jean-Pierre nous a un peu parlé des membranes, mais il faudrait des membranes avec un haut point de coupure, et ça, c'est beaucoup plus compliqué à avoir, et c'est pas les membranes classiques. Et le premier essai sur le sujet, et il faut rendre hommage à Didier Payen qui a mené cet essai à la fin des années 90, qu'il a publié que fin des années 2000, et donc c'est maintenant clairement historique de la réanimation. Eh bien, l'objectif de cet essai était de traiter des patients septiques à une période très très précoce de l'insuffisance rénale aiguë en proposant une hémofiltration pour améliorer les défaillances d'organes à ces malades. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, ça n'a pas marché, c'est même l'inverse, puisque le fait de brancher les malades en hémofiltration continue précocement, c'est très précoce, hein, c'est à la phase très précoce du sepsis, certains malades ont à peine une insuffisance rénale, eh bien, c'est associé à plus de défaillances d'organes, comparé à un bras où, bien sûr, un grand nombre de malades ne recevaient pas d'épuration extra-rénale. Donc, ça commençait assez mal, cette histoire de se dire, on va filtrer les mauvaises humeurs, et ça va marcher, on va réussir à soigner le sepsis. Alors, ça a été malgré tout proposé d'augmenter les doses. Donc, on est passé de 35 à 70 millilitres kilo, avec comme objectif d'améliorer des patients septiques. C'est l'étude Ivoire qui a été publiée donc, en 2013, mais qui a été conduite à la fin des années 2000 et qui montre l'absence de réduction de mortalité en augmentant les doses à haut volume. Mais bien sûr, il fallait du très haut volume. Et grâce à Jean-Pierre, on a l'information, puisque dans l'étude qui a évalué le système cascade qui permettait de monter jusqu'à 120 millilitres kilo/heure chez des patients septiques, et bien là, il n'y a pas non plus de différence de mortalité entre les deux groupes. Donc vous voyez, cette histoire de la dose et des essais cliniques est une histoire assez passionnante et qui finit par se dire que bah, en fait, il faut faire une dose relativement classique, hein, 20-25, c'est ce qui est recommandé actuellement, mais pour un peu se projeter dans le futur, parce qu'on voit l'histoire de la réanimation et de ces essais cliniques historiques, sachez que les essais actuels qui sont en cours sur la dose de dialyse, eh bien, c'est un retour en arrière complet, excusez-moi, puisqu'il y a des essais sur des faibles doses de dialyse, de l'ordre de 10 à 15 millilitres kilo/heure, qui sont menés dans 2 grands essais thérapeutiques aux États-Unis, au Canada actuellement, avec l'idée en fait que cette réduction de la dose va faire exactement la même chose, mais avec une utilisation plus modérée des machines. Et donc justement, dans cette idée de l'utilisation modérée des machines, eh bien, l'autre question qui a agité ces 20 dernières années d'épuration extra-rénale, ça a été la question du timing, mais plutôt de l'indication de l'épuration. Mais vous voyez, c'est une question très très ancienne, puisqu'en 1961,
le Lancet, dans ce papier-là, personne se posait déjà la question de savoir quel est le meilleur moment pour épurer un malade chez des patients qui vont avoir une récupération rénale et dont on ne peut pas anticiper qu'elle soit dans 2 jours, dans 3 jours ou dans 3 semaines. Et donc cette question, elle a été abordée, et ça c'est un papier historique, et vous voyez ici un certain nombre de grands noms de la réanimation de l'hôpital Necker, où a été créé, on va dire, les premiers secteurs de d'épuration extra-rénale ou de dialyse, comme l'a montré Jean-Pierre tout à l'heure. Et ce papier de Dieter Kleintnesch, qui en 1972 publie dans Kidney International une comparaison entre une stratégie très précoce, prophylactique de dialyse versus du contrôle, avec des malades qui meurent plus dans le bras contrôle. Et donc, de cette étude-là de 1972, on se dit, tiens, il faut probablement dialyser très tôt les malades, voire de manière prophylactique, lorsqu'ils ont un début d'insuffisance rénale aiguë. Et qu'est-ce que font les réanimateurs au cours des années 2000? Eh ben, ils font à peu près ça, puisque vous voyez, les critères pour débuter l'épuration au cours des années 2000, c'était l'urée, la créatinine, la diurèse. Donc en gros, on dialysait finalement assez précocement nos malades. Et ça, c'était lié au fait que les données de la littérature essentiellement observationnelles étaient en faveur de l'épuration précoce. Et vous voyez, là je l'ai mis sur la diapositive, vous avez les dates des études observationnelles en question qui vont de 1960 à 1970 pour un grand nombre d'entre elles. Et donc on se demande comment c'est possible de conclure quoi que ce soit de méta-analyse incluant ce type de données quand on vous a montré ce que c'était que l'épuration dans les années 60-70. Alors, par la suite, on s'est dit, ok, et ça c'est Palevski, il y a 20 ans qui nous l'a montré, quand on regarde nos malades de façon observationnelle et qu'on regarde nos malades avec une insuffisance rénale aiguë, on a ceux qui ont été épurés et ceux qui n'ont pas été épurés. Et finalement, les études observationnelles, elles ne regardent que les malades épurés, et ça pose un vrai problème. Et à cette époque-là, 2008, Palevski dit déjà, dans le timing de l'épuration, Palevski, pour information, qui est l'auteur d'un des 2 grands papiers sur la dialyse de l'étude rénale, eh bien, Palevski dit, pour le timing, il faut évaluer des stratégies précoces et des stratégies tardives. Et la spécificité de l'essai qu'on doit faire, c'est que dans les stratégies tardives, eh bien, il y a un certain nombre de malades qui vont finalement pas être épurés. Et là, vous avez les études qui ont été publiées au cours des 10 dernières années sur le sujet. Akiki, Ideal ICU par l'équipe de Jean-Pierre. Une méta-analyse sur données individuelles qu'on a fait avec Jean-Pierre qui a été publiée dans le Lancet, et finalement l'essai START-AKI, dans lequel bien plus de 700 malades sont des patients français qui ont été inclus. Et toutes ces études-là montrent exactement la même chose, pas de différence de survie. Mais par contre, peut-être un effet sur le fait d'avoir une diurèse retardée lorsqu'on dialyse précocement des malades. Et ça fait un peu écho à ce qu'on entendait il y a 20 ans. J'ai branché le malade, il avait une insuffisance rénale aiguë. J'ai branché le malade à l'épuration. Bon, il pissait encore, mais là, il s'est arrêté de pisser. C'est bien, le rein est au repos. Alors, probablement pas, le rein, il n'est pas au repos, il est en fait agressé. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, l'essai d'Al ICU ne montre pas de données très précises sur la reprise de diurèse, mais par contre, montre exactement la même chose sur la mortalité. Et START-AKI, par contre, lui, montre que la mortalité est la même entre les 2 stratégies, mais surtout que malheureusement, lorsqu'on utilise des stratégies précoces d'épuration, eh bien, on a plus de malades dépendants à l'épuration après 90 jours. Donc ça montre que la dialyse précoce est associée à des séquelles rénales. Et pour l'histoire, puisque c'est le sujet, eh bien, en fait, c'est la redécouverte de quelque chose là, en fait, c'est que les dialyses intensives, les dialyses précoces, qui finalement revient à faire de la dialyse intensive, de faire ça précocement, eh bien, c'est un vieux concept qu'on ressort des années 70, c'est le concept de dialytrauma. Et Jean-Pierre en a parlé en parlant des données sur la Corée, la guerre de Corée. Et dans ce papier-là, assez difficile à trouver, je vous confirme, eh bien, on s'est aperçu que des malades, des soldats qui avaient été pris en charge pour une insuffisance rénale aiguë avec de la nécrose tubulaire post-rhabdomyolyse et choc hémorragique, avaient été pris en charge pendant 3 semaines, beaucoup dialysés, et qu'au bout de 3 semaines, ceux qui mouraient de manière un peu brutale, genre embolie pulmonaire ou choc septique brutal, etc., on retrouvait sur leur rein, en analyse histologique, des lésions fraîches de nécrose tubulaire.
Et donc, dans les 72 heures qui précédaient, la seule chose que le malade avait eu, c'était pas des problèmes qui pouvaient donner des nécroses tubulaires, mais plutôt de la dialyse. Et donc, les auteurs de ce papier dans les années 70 proposent déjà le concept de dialytrauma, qui est donc en fait un concept de seconde hit, de deuxième agression rénale. Et ça, ce concept-là, il est très intéressant. Et vous voyez que, en fait, au fur et à mesure des années, on ne fait que confirmer un certain nombre d'hypothèses qui avaient été proposées, en tout cas dans ce domaine-là, par des collègues qui avaient eu en fait l'intuition que c'était ça. Et donc, on a récemment d'ailleurs publié un petit éditorial pour dire que ça s'appelle maintenant l'Artificial Kidney Induced Kidney Injury, en référence au VILI que vous connaissez. Voilà, je vous remercie et j'ai fini ma présentation. Ben, merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à poser des questions. Alors moi, je vais commencer, hein, Jean-Pierre et Stéphane, et je vais vous poser des questions. Comment vous voyez, parce qu'on a vu hein, comment la dialyse a évolué pendant toutes ces années. Moi, je fais partie de la génération, on a eu la chance d'avoir les machines directement, hein, on va dire ça comme ça. Mais comment vous voyez l'évolution sur les cathéters, sur les filtres ou sur les générateurs? Et quelle serait pour vous la place de l'IA? Parce qu'on parle beaucoup de l'IA et de l'IA en médecine. La place de l'IA finalement sur la dialyse et la prise en charge des insuffisants rénaux. Ouais, Merci. je vais peut-être laisser souffler un tout petit peu Stéphane. Merci hein, Oui, Stéphane pour cette présentation. Ouais, super, comme d'habitude. Concernant l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de papiers hein, qui sortent. Alors, pas que dans la dialyse d'ailleurs, hein, c'est un petit peu à la mode. Il y a beaucoup de startups qui s'y sont mis. Nous, on travaille avec une boîte qui s'appelle Previa Medical, concernant notamment la prédiction de l'insuffisance rénale aiguë, puisque l'idée quand même, hein, Stéphane l'a bien dit, quand on a des malades de réanimation, en défense multiviscérale, en choc, malheureusement, on évitera peu ou pas la nécrose tubulaire aiguë, et sans doute même avec le timing, en prolongeant un petit peu le fait qu'on puisse éviter éventuellement quelques dialyses, finalement les malades vont quand même finir par dialyser parce qu'on aura des critères à la fois métabolique et puis surtout de surcharge qui en permettra, qui évitera ou qui prolongera la durée de séjour en réanimation. Donc l'idée de l'intelligence artificielle, moi à mon sens, comme je la vois, puis c'est le sujet sur lequel on travaille avec notamment les entrepôts de données, c'est de dire un patient qui rentre dans un établissement de santé, comment on peut prédire qu'il va se mettre en insuffisance rénale, donc en fonction de son profil, des traitements qu'il va recevoir, hein, puisqu'on induit aussi beaucoup d'insuffisance rénale par les traitements qu'on va pouvoir administrer ou qu'on va administrer, et puis aussi le produit de contraste hein, qui sera éventuellement injecté si on a recours notamment à un scanner. Donc l'intelligence artificielle va permettre en tout cas probablement dès le début de l'hospitalisation d'un malade avec un profil particulier, parfois des patients un petit peu âgés, comorbides, qui ont déjà peut-être une insuffisance rénale chronique, peut-être de servir comme alerte pour éviter effectivement le stade de dialyse. Alors, ce n'est pas forcément des malades qui vont venir en réanimation d'ailleurs, mais pour éviter à un moment donné qu'ils aient un débit de filtration glomérulaire qui baisse, qu'ils accumulent des traitements, donc on les a de temps en temps comme ça, ou qu'ils aient des critères métaboliques. Donc l'intelligence artificielle, moi je la vois là. Il y a quelques études, alors c'est pas de l'intelligence artificielle, mais Stéphane n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas encore les études qui sont sorties concernant notamment le sevrage de l'insuffisance rénale, hein, même si on a quelques idées. Il y a l'étude WICAN qui est en cours de Cadaclouche et d'Alexandre Lautrette avec des biomarqueurs urinaires. Mais l'intelligence artificielle, voilà, je la mettrais plutôt, moi, à mon sens, en tant que prédiction, parce que finalement, une fois que les malades sont en réanimation, moi, ma crainte, mais c'est parce que j'ai un certain âge, c'est que finalement, on se fie à des algorithmes qui peuvent être très bien faits et que finalement, on n'aille plus voir le malade. Stéphane parlait effectivement de la diurèse, la reprise de diurèse, le fait de voir le malade, de le toucher, de sentir, de voir comment il est. Et voilà, donc c'est plus une crainte que effectivement peut-être une avancée qui pourra avoir lieu, mais je la placerai plutôt dans la prédiction effectivement d'une insuffisance rénale. Moi, je rajouterais que il y a des données assez intéressantes là qui commencent à sortir. Donc là, sur un autre domaine que celui que Jean-Pierre vient de préciser, c'est la prévision des hypotensions pendant les sessions. Ouais. Parce qu'en fait, il y a c'est un vrai sujet du quotidien, hein. L'appel pour hypotension au cours d'une session d'hémodialyse intermittente ou une session d'épuration extra-rénale continue, c'est extrêmement fréquent.
Et surtout, ça amène, on va dire, une prise en charge qui est quand même extrêmement hétérogène d'une équipe à l'autre, d'un médecin à l'autre. Et là, en fait, il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont en cours de développement qui permettent de prédire l'hypotension dans les minutes, voire plusieurs dizaines de minutes avant qu'elle n'apparaisse. Donc avec voilà, de l'IA. Et ça va probablement permettre de faire des études interventionnelles, l'hypotension. Non pas voilà, être face à de l'hypotension et devoir la gérer, mais prévenir le fait qu'elle arrive. Et là, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il y a un intérêt majeur à le faire. J'ai un peu plus de doutes, et je sais, Jean-Pierre, qu'on en discute régulièrement, j'ai un peu plus de doutes sur le côté prévision du malade qui va avoir besoin éventuellement d'épuration. Je donne un exemple assez fréquent aux jeunes collègues. Si demain je vous dis à 95% le malade qui est en détresse respiratoire aiguë sur une grippe grave aux urgences, il va être intubé dans 3 jours à 95%. Mais là, il a 4 litres d'oxygène. Est-ce que tu l'intubes? Bah non, on va pas l'intuber. On va attendre que les critères arrivent et on va l'intuber. Donc d'un point de vue organisationnel, ça peut avoir un intérêt. Pour le malade, globalement, ça n'a pas grand intérêt de savoir que à 90%, on n'arrivera jamais à 100%, mais à 80%, on dirait que c'est super, 80%. Ils adorent ça, hein, dans les biomarqueurs, tous les papiers sur les biomarqueurs, les gens ils sont contents avec 80% de sensibilité, de spécificité, ce qui est en fait ridicule en fait. Mais ils sont très contents, ils font plein de papiers dessus. Moi, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt clinique. Par contre, de l'IA, plus ou moins du biomarqueur, mais je pense que l'IA va faire beaucoup mieux sans biomarqueur, qui prévient un certain nombre d'événements secondaires, d'événements intercurrents qui apparaissent au cours des séances, ça va avoir un intérêt pour permettre que la séance se passe bien. Pas de thrombose de filtre, pas d'hypotension, tout est bien paramétré dans la machine. Et ça, on le voit déjà, c'est déjà un début avec le citrate et les logiciels qui gèrent tout ça. C'est déjà un début de ce qui se passe. Alors j'ai une question pour vous deux. Une fois le patient dialysé, d'après vous, sur quels critères arrêtez-vous la dialyse et sur quels critères retirez-vous le cathéter de dialyse? Vas-y Jean-Pierre, prends la première et moi je prends la deuxième, le cathéter, parce que ça m'intéresse plus. Oui, probablement. Bah, moi, c'est vrai que je suis clinicien, donc en attendant le week-end et peut-être d'autres études, effectivement, et on s'en était servi d'ailleurs avec Stéphane dans Akiki et puis dans Idéal pour dire à partir de quand, parce qu'il fallait aussi un critère où on disait on arrête la dialyse, hormis les critères un petit peu d'urgence, c'était la reprise de diurèse. Alors avec ou sans diurétique, on avait des vieux critères qu'on avait repris d'ailleurs dans la littérature, on avait repris les mêmes, voilà. Voilà, Ils sont donc moyens. oui, voilà. Donc moi, c'est surtout ça, c'est surtout les critères de diurèse, effectivement, qui font que voilà, on va se poser la question de se dire on peut mettre en stand-by à partir où il n'y avait pas de critères métaboliques. Alors les critères métaboliques, moi, on n'en a jamais, c'est-à-dire que la crainte de l'hypercalémie chez l'insuffisant rénal en réa, théoriquement, elle n'existe pas si on n'apporte pas de potassium et si on met du KX-salate. Enfin, on a quand même des hypocalémies chez les patients anuriques quand on met du KX-salate, donc ça marche très très bien si on n'apporte pas de potassium, s'il n'y a pas de rhabdomyolysie, de choses comme ça. Donc après, il y a la surcharge hydrosolée qui peut poser un petit peu de soucis effectivement, mais souvent c'est de l'eau qui est dans l'interstitium et on pense toujours, alors je le dis parce qu'on est ensemble, mais quand le malade est hyperinflaté, il est hypervolémique. Non, il est simplement gros, mais quand on regarde sa volémie intravasculaire, il n'est pas du tout hypervolémique. Et d'ailleurs, ce que Stéphane disait tout à l'heure sur les hypotensions perdialytiques, c'est simplement parce qu'on pense qu'en dialysant, en faisant de l'UF, parfois trop précocement ou trop, de façon trop importante, ben les malades ils vont être hypotendus parce qu'effectivement, le liquide il est en extravasculaire et puis il faut souvent plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que ça revienne dans le secteur vasculaire. Donc moi je me sers, voilà, la dialyse, l'urée, c'est rare que ça monte en flèche et puis qu'on ait des critères. Puis Stéphane l'a bien montré, on peut se poser la question au-delà de 40 millimoles d'urée, de voir ce qu'il faut faire, mais voilà, et puis la technique, ça sera Ikraki qui nous dira quelle technique il faut éventuellement faire dans les années à venir. Mais voilà, moi c'est essentiellement la reprise de diurèse, voilà, plutôt que l'urée. Alors en sachant que l'urée, de temps en temps chez les malades de réa, on a une urée très haute qui est souvent liée à des phénomènes d'hémorragie digestive ou de perte sanguine
qui font que l'urée monte de façon un peu inconsidérée. Dans ce cas-là, effectivement, on peut dialyser. Moi, je ne crois pas au fait que d'enlever l'urée, ça améliore l'encéphalopathie des malades, même si effectivement, Stéphane, ça a été montré dans un papier, parce qu'on élimine aussi beaucoup d'autres choses derrière. Et voilà, c'est essentiellement le critère que je retiens, c'est la reprise de diurèse, puis globalement, comment le malade va. Hein. Alors moi, je vais rajouter un truc, c'est que c'est la question qui est posée là, je sais pas qui l'a posée, mais elle est très intelligente parce qu'il y a deux questions dans la même. Il y a quand est-ce que j'arrête et quand est-ce que j'enlève le cathéter. Et personnellement, je pense que le truc le plus rigolo, c'est quand est-ce que j'enlève le cathéter. Parce que l'ablation du cathéter, c'est vraiment quelque chose genre, c'est pas genre je fais une pause, c'est je lui enlève et s'il y a un problème, je vais devoir lui remettre un cathéter. Donc, en fait, nous, on a fait une étude qui s'appelle DORS avec mon collègue la Khalil Shaibi, qui a été publiée qui va être publiée, mais qui est là, si vous voulez aller regarder, sur le site de l'ICISEM et de la SRLF. Ça a été présenté à l'ICISEM en abstract, où en fait c'est un score qui permet de savoir 3 jours après avoir fait une pause, et c'est ça l'intérêt. C'est au moment où je fais une pause, c'est-à-dire sur les critères dont parle Jean-Pierre, la durée, je laisse pour voir si je fais une vraie pause parce que voilà, j'ai plus besoin. Au bout de 3 jours de pause, des critères très simples qui permettent de vous dire là, vous pouvez enlever le cathéter, vous n'allez pas avoir besoin de le remettre. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus rigolo parce que je trouve que c'est beaucoup plus engageant pour un réanimateur d'enlever le cathéter que d'arrêter l'épuration, puisqu'en fait, comme le disait Jean-Pierre, il va rien se passer quand on va arrêter. Et d'ailleurs, ça me fait une transition. Nous, on est en train de demander des sous pour faire un essai sur une... Parce que vous avez bien compris, là, on commence l'épuration, et après, on va jusqu'à s'arrêter quand il y a des critères de sevrage. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une autre façon de faire, qu'on pourrait faire. On fait l'épuration pour traiter les 2-3 problèmes qu'on fait qu'on a commencé. On s'arrête et on attend à nouveau. Donc ça, c'est une espèce de technique un peu restrictive qui ferait qu'en fait, les malades seraient moins souvent branchés à la machine. Et là, on a demandé des sous pour faire un essai, pour essayer d'évaluer justement cet essai-là. Et ça résoudrait le problème de la dose, puisque ça réduirait les doses, et du sevrage en même temps. Donc c'est une approche un peu ce qu'on appelle restrictive renal replacement therapy. Donc ça, bien entendu, c'est absolument pas à recommander, puisque actuellement, ce qui est recommandé, c'est une fois que vous avez initié, c'est d'effectuer une dose correcte jusqu'au sevrage, alors que là, ce serait de faire des espèces de moments où vous traitez les complications, et puis des moments où vous n'avez pas la machine. Mais ça rejoint ce que tu dis, ce qui a été fait pour la sédation, d'ailleurs, le papier de 2000 où je fais des arrêts quotidiens de la sédation. Mais j'allais dire, ben oui, plutôt que de se dire on dialyse tous les 2 jours parce que la dose de dialyse est importante, effectivement, c'est très intéressant. Oui, mais quand on recommande, dans les recommandations, on voit bien que les recommandations disent qu'une fois que tu as commencé, il faut faire de la dose correcte. Exactement. Donc, normalement, tu n'as pas le droit de faire ça si tu suis les recommandations. Exactement. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai reçu un SMS qui m'a dit qu'il n'y avait pas de questions parce que c'était très clair et que la personne vous remerciait. Pour revenir, Samia, tu parlais des cathéters. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait des changements sur les cathéters, mais Stéphane me dira. Sur les membranes, on a un peu testé. Il y a les membranes Osiris, polymyxine B, cytosorb, toutes ces membranes. Moi, j'ai pas l'impression, alors que je voudrais, bien évidemment, notamment chez les patients qui ont des états inflammatoires très importants, qu'on puisse capter effectivement les médiateurs, notamment pro-inflammatoires. Mais il y a quelques papiers qui sortent, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses derrière. Voilà, le citrate ou héparine dans les cathéters, c'était beaucoup discuté. Puis il y a eu la conférence de consensus, donc on verra ce qu'il en sort. C'était l'an passé. Mais j'ai pas l'impression, ce que dit Stéphane, c'est effectivement, faut tenter d'autres choses. Et je pense qu'on n'est pas forcément courageux en réa et que les réanimateurs ont toujours tendance à faire parce que c'est dans l'ADN du réanimateur. L'idée, c'est effectivement, comme on peut faire, et ce que j'ai dit tout à l'heure de manière élégante, arrêter, regarder ce qui se passe et on se pose des questions. Et c'est vrai que le réanimateur a tendance, plus il en a fait, plus il en a dit, plus l'impression d'être réanimateur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. On est réanimateur quand on se pose des questions et surtout de ne pas faire. Voilà. Et je vais rajouter un élément important. Il y a une très 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 grosse poussée de l'industrie pour utiliser
des systèmes d'hémoabsorption, notamment Cytosorb. Alors, je vous le dis parce que j'ai refait toute la littérature pour avoir reviewé un certain nombre de papiers pour des revues là-dessus. Il ne faut surtout pas utiliser ces techniques d'hémoabsorption en dehors d'essais cliniques. En fait, on ne sait pas à l'heure actuelle, hein, donc quand on regarde la littérature dans le détail, il y a certains papiers qui montrent une augmentation de la mortalité avec ces techniques d'hémoabsorption. Notamment dans le Covid, il y a un Lancet RespireMed avec une augmentation dramatique de la mortalité. Personne n'en parle, hein, quand ils viennent vous voir pour vous dire faut brancher des machines d'hémoabsorption aux malades inflammatoires. Ils vous en parlent pas de ce papier-là. C'est le seul papier qui montre une énorme différence en défaveur. Et donc méfiez-vous. Toutes les techniques d'hémoabsorption n'ont pas actuellement suffisamment de preuves d'efficacité pour les utiliser en dehors de la recherche. Moi, je suis pour faire de la recherche avec, pour connaître éventuellement les indications, parce que voilà, peut-être que certains patients pourront en bénéficier, mais il est clair qu'en le mettant à tous les malades comme ça, n'importe comment, je vais bien voir ce que ça fait, eh bien c'est la même chose que l'hydroxychloroquine, hein, c'est le même système de pensée. Le truc, on l'a, on l'utilise, ça ne pourra pas faire de mal. C'est complètement faux, hein. Quand on reprend la littérature sur le Cytosorb, sur toutes les techniques d'hémoabsorption, actuellement, je serais même plutôt en défaveur de son utilisation. Donc, il y a d'autres études qui sont en train d'être faites, en particulier en sélectionnant certains malades sur des biomarqueurs, justement, c'est l'étude TIGRIS, ça s'appelle, qui va permettre de voir dans des malades très pro-inflammatoires si c'est utile. Dans toute une population, il y a un risque d'augmentation de la mortalité chez nos malades. Ouais, faudrait pouvoir suivre en temps réel, effectivement, l'inflammation, ce qui est compliqué, y compris en temps réel, nous, ce qu'on avait essayé de faire avec des marqueurs, l'endotoxinémie, parce qu'effectivement, c'est quand même c'est ce qui donne quand même beaucoup d'insuffisance rénale aiguë sur les parois de bactéries de gram négatif. Mais c'est vrai que c'est. Alors, moi, j'avais reviewé un papier, effectivement, où il y avait 20% de réduction de mortalité avec le cytosorb. J'avais dit qu'il fallait surtout pas le publier parce que j'avais mis un tas de blocages et en fait on m'a pas redemandé puis il était publié. Effectivement, Blood Purification, qui est une revue qui est détenue, hein, par les leaders d'opinion. Alors, j'ai publié déjà dans cette revue une enquête de pratique, mais voilà, c'est compliqué avec les industriels, effectivement, mais tu l'as très bien dit, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Ce que tu as pas dit pour le timing, quand même, c'est qu'une fois que vous avez publié dans le New England en 2016, il y a eu comme une avalanche de messages pour dire que les gens n'y croyaient pas. Donc après, il y a eu Oui, oui. 2018. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand même, les industriels derrière, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec eux, au contraire, il faut travailler avec eux, mais il faut que toutes les données soient publiées. On a vu avec la Polymyxine B, avec Didier Payen, tu en as parlé, où il y a eu comme un procès avec la société, puisque le papier ne devait pas être publié, hein, c'était dans les péritonites. Donc on voit bien que les industriels sont prêts à aller jusqu'au bout pour pas que les papiers Oui. passent, et notamment c'est le biais de publication, on publie les essais qui sont plutôt en faveur d'un dispositif par rapport à un autre. Donc il faut avoir ce recul dessus, puis encore une fois, j'allais dire, faut participer aux essais cliniques et notamment aux essais cliniques français, hein, puisque on voit bien que la recherche en réanimation, notamment dans le domaine de la dialyse et de l'épuration, elle est surtout française, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si vous voulez encore intervenir, Jean-Pierre et Stéphane. Je crois qu'on a tout dit. On Il attend est passé week-end le temps déjà. on attend le week-end pour les biomarqueurs. On attend ICRACI pour voir effectivement, mais voilà, je vois à peu près les résultats pour ICRACI et l'intérêt notamment d'une technique. Alors, c'est vrai que le problématique des techniques discontinues, c'est qu'il faut avoir toute la tuyauterie qui correspond. C'est ce qu'on a nous. Voilà, il faut avoir tout ce qu'il faut. Donc, on comprend très bien que dans les nouveaux centres de réanimation qui sont créés, les boucles d'eau, c'est un petit peu compliqué à avoir. Voilà, et que les gens, bien évidemment, ils s'orientent vers cette technique-là, non pas parce qu'ils y croient plus que l'autre, mais parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Mais moi, je fais beaucoup, enfin, quasiment uniquement que de l'HDI, avec les critères de Frédéric Shortgun, c'est-à-dire une natrémie un petit peu plus haute, avec une température en réglant la calcémie. Et puis, si on les décale, ces dialyses chez le patient qui est pas trop en choc, pas trop défaillant, parce que il n'y a pas de raison, entre guillemets, même pour une acidose métabolique, j'allais dire, c'est-à-dire même une grande acidose, où ce sont des critères qui sont retenus, j'allais dire, mais attendez, on remplit le malade, on met des catécholamines, on le stabilise, il aura plus les critères au bout de quelques heures. Donc, c'est pas la peine de s'exciter à vouloir dialyser un malade sur une acidose. Voilà. Surtout que En ça tout fait cas, sentir le potassium et ça donne une fausse idée de l'hypercalémie, ce que les gens savent pas forcément, mais bon. en tout cas, je tenais à vous remercier pour vos deux belles interventions.
et le travail que vous avez fait aussi en amont. Bah, merci beaucoup. Et je pense Merci qu'on a beaucoup. tous réécouté, réappris beaucoup de choses encore, même si on en fait tous les jours, ça fait du bien de réentendre toutes ces choses. Bah, merci Et beaucoup puis, à tous les une deux. pensée pour notre ami Christophe, effectivement. Christophe, tout à fait, tout à fait. Puis de voir sa photo, Ouais. ça m'a fait chaud au cœur. Bah, merci en Merci tout cas. beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Merci à vous. Merci.